La conférence de ce soir est donnée par M. Dominique Doucette, fondateur et président-directeur général de Ressources Sirius. M. Doucette est actif depuis près de 45 ans en exploration minière. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en géologie avec spécialité en exploration minière de l'École polytechnique de Montréal, il a d'abord œuvré dans le domaine à titre d'ingénieur consultant. En 1990, il a fondé Ressources Williams, puis Ressources Sirius en 1994. En plus de diriger cette société, M. Doucette a également été cofondateur, vice-président et administrateur d'exploration DIOS de 2001 à 2011, en plus de mettre sur pied Exploration Calcos en 2011. Très impliqué dans l'industrie, M. Doucette est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de l'Association de l'exploration minière du Québec, du Prospector and Developers Association of Canada, PDAC, et de la Society of Economic Geologists. Son équipe et lui ont reçu en 2001 le prix du prospecteur de l'année, décerné par l'Association des prospecteurs du Québec, de même que le prix découverte de l'année en 2016, remis par l'Association de l'exploration minière du Québec. Dominique. Merci beaucoup. Donc, merci d'être venu ce soir et je remercie l'organisation d'Amos de m'avoir invité à vous faire cette présentation. Comme j'ai déjà commencé à parler avant la présentation formelle, puis je commence à perdre la voix, je pense qu'on va faire jouer une petite vidéo. J'espère que ça n'a pas tout brûlé les punches, je pense qu'on verra. On commence. Bon, ça c'est les mises en garde traditionnelles. Moi j'aime bien le traduire dans mes mots parce qu'en général c'est toujours écrit trop petit. Puis on dirait que c'est volontaire, là. Puis, mais ça dit que moi, je pense que qu'est-ce que je vous dis, c'est vrai, mais vous avez le droit de ne pas me croire. Donc, rapidement, comme vous savez, Sirius, ça a été créé pour explorer à la baie James, puis trouver des gisements sérieux, des vrais gisements de catégorie de classe mondiale, principalement pour les métaux précieux, donc l'or. Et on est un générateur de projets. Comme il y en a beaucoup de juniors qui sont des générateurs de projets, sauf qu'en général, le modèle d'affaires qui est le plus courant,
c'est quand les juniors se disent générateurs de projets, tout de suite ils vont dire, ben nous, pour diminuer le risque, l'exploration c'est risqué, hein. Pour diminuer le risque, nous, on prend l'argent des autres pour baisser le risque, et puis on prend l'argent des autres pour travailler sur les projets, donc on optionne nos projets, donc ils génèrent une quantité énorme de projets, puis tout de suite ils les flippent ou ils les optionnent à des tierces parties. C'est un modèle d'affaires qui est bon et qui est valable. Sauf que nous, la différence, c'est que on génère les projets, oui, peut-être moins, sauf que lorsqu'on croit un projet, on reste avec le projet, puis on investit sur le projet nous-mêmes, puis on continue. Je pourrais expliquer les raisons de ça. Il y a des raisons économiques avec des incidences économiques importantes sur le moyen puis le long terme lorsqu'on décide d'un plan d'affaires comme ça. Donc, Chichu, c'est la trouvaille ou la découverte la plus significative depuis au-delà d'une vingtaine d'années d'exploration à la baie James. Et donc, c'est notre projet sur lequel on se concentre à plus que 90%. Et évidemment, ça va faire l'objet essentiellement de cette présentation. Donc, pour réussir toute entreprise, ça prend la ressource humaine. C'est la plus grande valeur de toute entreprise, c'est bien les personnes qui la forment. Et ça prend un soutien des actionnaires et aussi un comportement idéalement le plus liquide possible sur les marchés boursiers. Dans le groupe ou l'équipe d'exploration, ça c'est le diapo pour, moi j'appelle ça les vieux sages de la compagnie, c'est-à-dire on a Nicole Gauthier qui s'est jointe à nous récemment, dans le courant de l'année passée, comme directrice d'exploration, donc qui cumule beaucoup d'expérience en exploration, entre autres en Abitibi puis ailleurs au Québec, qui dirige notre équipe de plus jeunes géologues et géologues stagiaires. Mon frère Roger, que plusieurs d'entre vous connaissent, qui a été impliqué dans des découvertes importantes en Abitibi dans le milieu des années 70 et a terminé sa carrière comme directeur d'exploration en développant des projets d'or pour Agnico Eagle au Mexique. Maintenant retraité, mais il agit comme conseiller pour nous, conseiller technique. Même chose dans le cas de Louis Martin, qui est un consultant, mais qui agit comme conseiller sur notre comité technique et qui a été impliqué dans des projets importants de développement, entre autres en Abitibi et en Ontario. Et Michel Bouchard, qui est administrateur, que plusieurs d'entre vous connaissent, qui a été longuement impliqué dans l'industrie et a participé à des découvertes comme, exemple, la mine qui porte son nom, Bouchard-Hébert, dans le secteur de Rouyn-Noranda, etc. Ça, c'est les vieux sages, si je peux dire, ou sages, mais en tout cas, c'est à vous de juger, mais en tout cas, les vieux explorateurs dans le groupe Sirius. Maintenant, c'est plus de personnes que ça. On a une équipe de jeunes géologues stagiaires et techniciens. Puis, donc, c'est important. Il y a des fois des gens qui disent qu'on est trop nombreux pour le projet qu'on a. Mais, premièrement, il faut comprendre que le projet Chichu, c'est un projet d'exploration, mais de type, ce qu'on appelle fly-in, fly-out. C'est-à-dire qu'il faut doubler les équipes pour créer des rotations dans les périodes de travail sur le terrain. Puis l'autre chose, c'est que depuis quelques années, quand j'ai réalisé que Chichu était un projet gagnant, j'ai tout de suite arrêté ou diminué le plus possible l'utilisation des géologues consultants pour concentrer la connaissance, l'expertise, contrôler les données techniques géologiques à l'interne. Donc, on a une équipe, il n'y a pas de géologues consultants qui travaillent sur notre projet, c'est tous des géologues qui sont à l'emploi à temps plein de notre société. C'est très important pour nous de contrôler l'expertise puis la connaissance. Donc, on a des gens d'administration et aussi, pour compléter le conseil d'administration, l'ancien ministre Guy Chevrette, que la plupart des Québécois connaissent, qui a été ministre ressources naturelles, affaires autochtones. Et on connaît un peu tous les rouages là, des mécaniques gouvernementales, relations aux Autochtones aussi.
M. Luc Cloutier, qui fait partie du conseil depuis la création de la compagnie, parce que vous savez, la compagnie, il y a 24 ans, on l'a démarré en finançant avec des gens, la plupart des gens d'Amos. Donc, en réalité, Sirius a pris naissance grâce à l'appui de plusieurs d'entre vous, de personnes justement de l'industrie. Il y avait le père de Mario Rouillé, par exemple, Paul Descarreaux qui est ici, etc. Donc, je suis toujours fier de revenir à présenter à Amos. Et ça. Je vais baisser le micro, on entend la respiration. Ça va. Donc, rapidement, comme on a vu un peu dans la vidéo, vous savez, je suis venu présenter ici le projet en 2014, en 2016, on est en 2018. En 2014, on avait 12 forages sur nos diapos. En 2016, on avait dépassé la vingtaine de forages. On était en train de forer les forages 35, 40, etc. Et là, je vous arrive aujourd'hui en 2018. On est à tout près de 200 forages complétés, 50 000 mètres. Et donc, on n'a pas chômé. C'est sûr on est toujours pressé comme entrepreneur puis comme investisseur aussi de dire, bon, OK, il y a une découverte, là, on veut la mine demain matin, tout ça, mais une fois que la découverte est faite, ben, là, il te reste à construire une mine. Puis ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas en criant en ciseaux, mais c'est un projet évolutif. Et puis, c'est ça un peu que je peux vous montrer en donnant la mise à jour ce soir, c'est que le projet avance tout le temps, puis ça s'en va dans la bonne direction. Puis on fait les choses dans l'ordre des choses. Donc, on pense, quand je dis potentiel de classe mondiale, c'est parce que c'est facile d'écrire ça, t'écris ça, potentiel classe mondiale, quand tu fais la promotion des compagnies juniors et tout. Mais moi, j'aime bien mettre une définition. Dans le domaine de l'or, un gisement d'or qui serait considéré classe mondiale, ça signifie qu'il devrait contenir au moins 3 millions d'onces d'or. Ça tomberait dans les ligues majeures des classes mondiales, rapidement. Donc, si on écrit ça, c'est qu'on pense que notre projet a une potentialité pour avoir au minimum cette taille-là, ce contenu en or-là. Puis aujourd'hui, après 200 forages, je le crois toujours. Donc, on est rendu à une étape où on s'approche de l'étape d'une première estimation des ressources. Donc, localisation, là, on est des gens d'Abitibi, pas besoin de localiser le Canada, ben ça c'est pour les Américains, là. Le Canada c'est au nord des États-Unis. Parce que, remarquez, c'est très utile, hein. Mais donc, pour les gens d'ici, la propriété de Chichou est localisée aux abords du réservoir Opinaka. Vous voyez les distances en regard de la communauté de Wemidji, parce que la propriété est sur les lignes de trappe de la communauté de Wemidji, donc c'est à peu près 200 km à l'est de Wemidji. Et on voit aussi les taches noires, c'est les autres propriétés dans la région de Sirius. Mais à mentionner, important, celui-ci, c'est le projet Aquilon, qui nous avait valu la découverte en 2001. On l'a pas oublié, on l'a racheté de notre partenaire il y a un peu moins que 2 ans. Maintenant, on contrôle à 100%. Puis, on a terminé une compilation exhaustive. On a tout réhomogénéisé les données accumulées au fil des années. Et puis, d'ici les prochaines semaines, on va avoir conçu un projet d'exploration pour cette propriété-là qui est à très haute teneur en or en surface. Je ferme la parenthèse sur Aquilon. Maintenant, on revient à Chichou. Plus localement, encore, vous voyez les 2 blocs de claim. Le bloc principal qui est à quelques kilomètres, donc c'est le voisin immédiat de la propriété minière d'Éléonore. Le site de découverte lui-même de Chichou est à moins de 15 km à vol d'oiseau de la mine. Et jusqu'à maintenant, on voit aussi là-dessus, on voit donc notre connexion, notre chemin d'hiver, chemin d'accès d'été qui nous relie à la route qui mène à la mine. On voit aussi en entièreté la connexion avec le réseau hydroélectrique
d'Hydro-Québec avec la mine Éléonore. Ça s'en va 50 km au sud d'Éléonore à la centrale EMA. Donc, un peu le même bloc de claim toujours, mais sur un fond géologique. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir là-dessus, sans tomber dans les détails trop géologiques, c'est que la découverte est située dans le même contexte que la localisation de la mine au nord, qui est ici, c'est-à-dire dans la sous-province géologique de Lagrange, mais très proche ou à proximité de la frontière avec l'autre sous-province qu'on appelle la sous-province de Pinaca. Les caractéristiques principales des sous-provinces-là, c'est que dans le Pinaca, géologiquement parlant, on va atteindre des degrés de métamorphisme assez élevés jusqu'à granulite, tandis que du côté de la sous-province de Lagrange, on atteint l'amphibolite avec des fenêtres, localement, des fenêtres à métamorphisme inférieur de schiste vert. Donc, pour les géologues là, qui voient bien les genres de paragnèse qu'on a dans la sous-province de Pinaca, et du côté de Lagrange, des fois, on a même des métasédiments où on peut voir des structures primaires. Donc, si on va un peu plus en détail, sur le secteur de la découverte ici, vous allez voir que en blanc là-dessus, c'est une intrusion granitique. En l'occurrence une tonalite, on va aller voir un détail sur le secteur de la découverte ici. Donc, on voit donc en blanc, c'est l'intrusion granitique, la tonalite, et en vert, ce sont les roches métasédimentaires. On est toujours dans la sous-province de Lagrange, le Pinaca étant un peu plus à l'est-nord-est. Ça montre rapidement la plus grande concentration de nos forages sur le nez de l'intrusion ici. On va voir un détail, je pense, sur la prochaine. Donc, 50 000 mètres de forage, 198 forages, 3 km de rainure, principalement sur le décapage principal qu'on va voir dans la prochaine diapo, je crois. On a aussi, sur nos forages, au niveau de la géologie structurale, ce qu'on fait, c'est que sur les 200 forages, on a 57 forages ou sondages qui ont été testés par diagraphie. On a fait des levées de diagraphie dans les forages pour prendre les mesures structurales. C'est une technique sonore, une technique photographique. On a les images de la carotte qui détecte les structures par la technique sonore, et ça nous aide à reconstituer la structure en géolocalisation. Donc, le secteur principal foré aux 50 mètres, c'est ici. On y va sur la prochaine diapo. Donc, encore une image de détail. On voit toujours le nez de l'intrusion. Le secteur qui est foré aux 50 mètres, 500 mètres par 500 mètres. On voit ici qu'on tombe dans un secteur où on est un peu plus aux 100 mètres. Et à noter ici le secteur de l'indice ou de la minéralisation éclipse, qui, lorsqu'on traverse la frontière avec nos voisins du sud, qu'ils ont ici l'indice Moni à 3 mètres l'autre bord de la ligne, en affleurement. Donc, également, les noms de décapage principal qui est ici. On voit un peu la trace des rainures, le détail qu'on a fait, et les autres indices qui montrent la minéralisation en tranchée, donc minéralisation aurifère en surface. Donc, encore un peu le même genre d'image, avec le pourtour un peu en un genre de contour 3D là, de l'intrusion. En section, ce que ça montre, c'est que nos forages vont tester à peu près les 300 premiers mètres verticales, tandis que l'intrusion, ben là, évidemment, elle continue, puis on voit un peu le contact, on va le voir un peu plus loin aussi, là, au niveau de la structure. Donc, j'ai pas de photos de carottes de forage. À la place, j'ai pris la peine d'apporter des échantillons représentatifs de la plupart des lithologies qu'on recoupe
avec les minéralisations, puis hors visible, etc. Donc, plutôt que de vous le montrer en photo, j'ai choisi d'apporter des échantillons types si ça vous intéresse de voir un peu les aspects. Bon, il y a tellement de forages, tellement de résultats. Dans le secteur central, il y a toujours de l'or dans tous les trous. Il y a de l'or visible dans 70-75% de tous les forages. Fait que ça, c'est juste une sélection de trous. On aurait pu en mettre des pages et des pages, mais ça montre un peu les styles de teneur, épaisseur que souvent on recoupe. Donc, autant les très grandes épaisseurs de l'ordre, des fois ça atteint le gramme ou le 2 grammes. Plus souvent, c'est en bas du gramme, ça va être peut-être entre 0,5 puis 0,8 grammes tonnes. Mais quand même, ça, c'est des exemples qui existent. On a des très hautes teneurs sur des épaisseurs quand même valables de quelques mètres, là, comme on voit ici. Vous voyez aussi dans les profondeurs qu'on a de la minéralisation proche de la surface comme en plus grande profondeur. Ici, si on voit, par exemple, le trou 125, on voit 180 mètres à 1 gramme. Et puis, 185 ça veut dire que c'est un trou qu'on avait décidé d'extensionner. On est retourné pour aller plus loin. Bon, on est allé plus loin dans le trou parce qu'on présumait qu'on pouvait avoir quelque chose d'intéressant. Fait qu'on a 6,8 mètres à 26 grammes. Dans ce cas-là, je pense qu'on avait une zone d'altération qu'on voulait traverser puis retomber dans la minéralisation. Mais ça vous donne des exemples. Même chose quand on a rallongé le trou 25. Le trou 25 avait déjà recoupé des choses à bonne teneur. Mais là, on rallonge le trou puis on a encore des bons résultats. C'est juste pour donner des exemples. Et là, est-ce que, comme il y a beaucoup de forages, tout ça, est-ce que je veux vous montrer ici, ça c'est les derniers forages, le dernier communiqué qui annonçait des résultats de forage sur le projet en décembre dernier. On montre ici, là, on a toujours une vue en plan, donc la tonalite en pâle, en blanc, et avec les sédiments à l'extérieur. Le décapage principal, on voit un peu mieux. Les traces que vous voyez là, c'est des rainures. On a fait des rainures systématiques. Au début, on a fait 10, 20 mètres. On a 20 mètres, 10 mètres, puis on est allé jusqu'à 5 mètres dans certains secteurs. On voulait faire des tests, regarder sur la variabilité des teneurs d'or qu'on mesurait. Comme on a en général, l'or est libre et grossier, donc un très fort effet pépite. Ce qui veut dire que vous prenez un échantillon à un endroit, vous prenez un échantillon tout proche, un mètre ou un demi-mètre à peine, et puis la mesure que vous allez avoir peut être très différente, beaucoup plus faible ou beaucoup plus forte. Ça, on l'a observé évidemment dans les rainures, mais au bout de la ligne, lorsqu'on fait la moyenne de tout ce qu'on a comme valeur de l'ensemble des rainures, c'est relativement constant. Donc, dans ce secteur-là, je pense que l'ensemble des résultats de rainure, là, on se tenait, je pense que c'était 0,42 grammes tonnes. C'était relativement constant. Pas nécessairement dans la meilleure partie là, de la minéralisation, mais c'est l'endroit où qu'on peut observer notre minéralisation en surface. Les affleurements sont là où on peut les trouver. Maintenant, pour montrer des exemples sur le dernier communiqué, on donnait les résultats de plusieurs forages. Ça fait que pour pas non plus vous inonder dans les résultats, parce que là, je vais vous montrer la section C' ici. Je vais vous montrer les 3 sections dans l'ordre. Et puis, en même temps, si vous pouvez tenter de visualiser la forme ou le pendage du contact ou de la surface entre la tonalite et les métasédiments, c'est que lorsqu'on est sur le flanc ici, le pendage est vers le sud-ouest, c'est-à-dire que les métasédiments s'en vont en dessous de la tonalite dans ce secteur-là. Et plus on continue, le pendage devient de plus en plus abrupt pour virer ici vertical, subvertical, et devenir encore abrupt ici, mais renversé puis s'en va vers le nord-ouest, c'est-à-dire que les métasédiments encore passent subvertical, puis après ça vire vers le sud-est, puis la tonalite s'en va en dessous des métasédiments, puis plus on s'en va vers le sud, et plus ce pendage-là devient faible. Ça veut dire que la tonalite devient de plus en plus recouverte
par les métasédiments. Super important pour un paquet d'affaires. Qu'on verra, je glisserai peut-être un mot tout à l'heure. Donc, on regarde la section verticale C', ici, ce que ça donne. Ça, c'était les résultats des trous 187, 189. C'est pour ça qu'on voit les teneurs de ces trous-là. On a pas, là encore, pour pas bombarder tout à l'heure, on n'a pas mis tout ce qu'il y avait comme trou dans la section, mais on l'a quand même schématisé. Fait que là, ce qu'il faut voir là-dessus, bon, d'abord, la surface. Ensuite, la ligne pleine noire ici, c'est le contact métasédiment tonalite. On voit ici tonalite, métasédiment. Donc ça, c'est notre contact. On voit que dans ce secteur-là, il est à peu près subvertical, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc les métasédiments sont ici. Mais la minéralisation se chevauche légèrement dans les métasédiments proches du contact. Une autre ligne aussi à retenir, c'est la ligne tiretée ici. Ça, c'est une ligne où ça délimite toute cette section-là on l'appelle une zone d'altération intense. C'est-à-dire fortement albitisée. Et sur le projet Tichou, lorsque la roche est très fortement altérée, elle contient très peu d'or en général. Peut contenir ici et là de façon erratique des valeurs hautes erratiquement, mais en général, ça contient peu d'or. Là, je dis en général, quand c'est sur la bordure, on voit qu'il y a de la minéralisation également dans la zone altérée, mais en général, ça correspond, il faut être à l'extérieur de la zone d'altération forte. Et si on continue de regarder la section, le code des couleurs, c'est-à-dire qu'en rouge, c'est plus grand qu'un gramme-tonne, en jaune un peu moutarde, là, mais jaune, c'est plus grand que 0,5 g/tonne, puis en vert, c'est plus grand que 0,3 g/tonne. Fait que ça vous montre ici là, ce qu'on appelle la zone contact. Donc on voit la minéralisation aurifère qui est distribuée principalement suivant le contact métasédiment tonalite, avec un pendage subvertical. On voit l'exemple dans le trou 189, 0,9 g sur 21 mètres, puis 1,2 g sur 41 mètres ici. Mais sans donner les codes de chacun des trous, on voit un peu qu'est-ce que ça donne comme dimension. L'échelle est ici en bas, ça c'est 50 mètres. Donc, on retourne à la carte de localisation en plan. On vient de regarder ça ici. Et puis, vous voyez comme les intersections sont dans le bleu en surface. Là, si je recule, les intersections aurifères sont pas nécessairement dans le bleu, c'est parce que là, lorsqu'on projette, là, ça semble montrer qu'on est dans les métasédiments, mais en réalité, on est à cheval sur la tonalite et les métasédiments. C'est juste une question d'effet de pendage. Donc, là, on va regarder la section B', qui nous montre essentiellement les résultats du trou 183, qu'on va revoir en section, mais on va aussi le voir dans le contexte de la section ici de la minéralisation. Souvenez-vous que je vous disais le pendage ici était vers le sud-ouest et puis il devenait de plus en plus vertical, puis ensuite il reste vertical, devient abrupt vers le sud-est. On va regarder ce que ça donne B'. Donc ça donne ça. On voit donc le contact tonalite métasédiment. On voit encore de la minéralisation qui suit le contact même. Puis regardez ici la zone d'altération intense qui, en général, correspond, on voit que la minéralisation est plutôt sur les pourtours de cette altération-là. Encore là, avec le même code de couleur qu'on avait tout à l'heure, la seule différence, c'est qu'on n'est plus à la même échelle. Le 50 mètres est plus petit, là, parce qu'on voulait montrer une plus grande distance latérale, là. Donc, 2,3 grammes sur 18 mètres ici, 4,8 sur 30, incluant 15 sur 8,7, puis 0,5 sur 53. En général, là, sur les diapos, on essaie de mettre des épaisseurs vraies. Donc, ça vous donne un peu l'idée. Puis, pour la profondeur, ben là, vous voyez, on est rendu ici à peu près à 250, 300 mètres rendu ici. Maintenant, on retourne à notre carte de localisation.
la section AA', qui va nous montrer les résultats de 3 forages ici, plus de qu'est-ce que ça a l'air dans le secteur ici. Donc, encore les mêmes codes de couleur. C'est possible que l'échelle est un peu différente là pour montrer les résultats. On voit, remarquez, on voit le pendage qui devient un peu moins vertical vers le sud-est, vers le pendage du contact. Et nos minéralisations. Là, on voit que on n'est plus dans la zone d'altération intense. Ça fait que vous voyez qu'il y a un peu plus de minéralisation, un peu plus d'onces d'or sur des plus grandes surfaces. 0.9 sur 50 mètres, 4 sur 26, incluant 10 sur 10, 0.6 sur 25 ici, 0.5 sur 53, ça se tient pas mal. 0.5 sur 72, 3 sur 49, 0.6 sur 46. Donc, ça vous donne, je pense, quand même en quelques sections, une idée de le genre de bête sur lequel on travaille, le genre de bibite qu'est la minéralisation à Tchitchou. Donc là, maintenant, on a regardé des sections, des choses qui étaient dans le secteur du nez de l'intrusion. Maintenant, on s'en va presque 1 kilomètre plus à l'ouest, dans le secteur éclipse. Secteur éclipse, comme je disais tout à l'heure, chez les voisins, l'autre bord de la ligne, c'est l'indice Money. L'indice Money, ils ont publié des teneurs spectaculaires très fortes en surface, en rainure. Et puis, donc, on le voit ici, indice Money. Ça, c'est donc en surface. C'est la frontière. Il faut regarder l'échelle. Là, ici, on est rendu à 25 mètres. Donc, c'est une vue de détail. Et on va faire une section A', qui est verticale, mais celle-là est difficile. Je vous l'avertis d'avance. Là. Même moi, encore, on la regarde. La section qu'on va vous montrer est difficile à imaginer dans l'espace. C'est que là, on va regarder une section qu'on regarde vers le nord. Et la minéralisation, elle existe chez les voisins en surface. Et on va regarder les trous 161, 163, 166. Et on avait frappé là où les veines, ou les systèmes de veines, dans les trous 95, 99. Mais ceux sont plus proches de nous. Donc, la minéralisation va être plus proche de la surface. Donc, on y va avec le diapo. Et voilà. Ce qu'on voit là, c'est pas quelque chose d'horizontal. Oubliez ça, là, c'est pas ça. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est que ces trous-là sont plus éloignés de l'écran, dans l'espace, en 3D. Donc, sont plus en profondeur, les intersections. Celui-ci, il est plus proche de nous, donc il est plus haut. Ça veut dire que ce qu'on voit là, c'est un genre de plan ondulé, c'est plissé là-bas. Là. Et cette minéralisation-là qu'on voit, je donnerai tout à l'heure, c'est probablement les mêmes qu'on a ici. Parce que ces trous-là, dans l'espace, sont plus proches de nous ici. Et les indices en surface sont ici. Fait que ce qu'on regarde, là, c'est un plan plissé ou ondulé qui remonte. On va rechercher les valeurs qu'on avait là, puis ça s'en va chez le voisin en surface. Mais c'est le fun parce que ça va chez nous. Bon, en tout cas, à date, c'est ce qu'on peut voir. Donc, les teneurs, 49 grammes sur 2,2 mètres, 97 sur 2,4, 12 grammes sur 13 mètres, 2,7 sur 2 mètres. Donc, c'est un système de filons, de brèches, on les appelle les veines girafes. Nous, j'en ai des exemples ici. La particularité, c'est que c'est une matrice de feldspath avec des cristaux de quartz. Le quartz qui est recristallisé et aussi un autre élément, ça c'est un exemple, ça en est une, ça ou ça n'en est pas. Je l'ai ici comme ça, c'est que vous pouvez la faire circuler, mais si vous avez des bons yeux, il y a des points d'or là-dedans, là, mais c'est une question d'éclairage aussi. Donc, particularité, c'est qu'il y a une abondance de grains d'or libre, grossiers, au travers des cristaux de quartz et la matrice de feldspath. On va en parler plus tard du secteur, et ça c'est le secteur qu'on appelle éclipse. Oups, j'ai été trop vite. Bon. Oups.
Il ne veut pas reculer. OK. Hop, on revient. Bon. Fait que, donc, on résume. On a vu le secteur qu'on appelle central aux 50 mètres. Ça donne les dimensions. En section, ben, on a foré surtout aux 300 mètres, mais on a fait quelques 3-4 trous là, de l'ordre de 700 mètres. Puis on a encore de la minéralisation, encore là, autant de la haute teneur que de la basse teneur. Ça, c'est pour parler des intersections à haute teneur dans le secteur central. C'est qu'on a une zone qu'on appelle la zone Jordi. Puis là, on a essayé de la représenter. Là, encore là, c'est difficile en section parce que imaginez que c'est un panneau ondulé ou plissé dans les deux dimensions, autant en allant vers la profondeur que latéralement. Donc, on essaie de représenter quelque chose plus en 3D. Ça fait que c'est difficile en section parce qu'une section, ben, en général, c'est une épaisseur. Nous, nos sections, on les met 50 mètres d'épaisseur en général. Là. Donc, mais pour vous dire, fait que ça, c'est des teneurs puis des épaisseurs vraies qu'on estime vraies. 56 grammes sur 8 mètres, 14 sur 7, 14 sur 3.7, 3 sur 4.7, puis 15.7 grammes sur 4.7 mètres. Fait ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle la zone Jordi. Celle-ci a la particularité que on a des repères visuels plus évident que la plupart des zones en haute teneur qu'on a en général dans le secteur central. C'est-à-dire que pegmatite ou des veines girafes, comme on les appelle, la texture girafe, souvent aussi, on va avoir des dikes ou un dike ultramafique qui est à proximité. Et fait qu'à cause de ça, puis de la densité de forage, on est capable d'avoir une assez bonne confiance sur la continuité de cette zone-là, mais on voit que c'est plissé, c'est pas un panneau de plywood, c'est quelque chose qui est ondulé. Maintenant, on a plusieurs autres possibilités de zones en haute teneur. Je dis possibilités parce que c'est une question, là, on a foré aux 50 mètres, c'est que la maille du 50 mètres est probablement trop large pour augmenter notre degré de confiance dans la continuité de nos zones, parce que tout ça, c'est plissé. L'intrusion, c'est pas monolithique, là, que ça n'a jamais bougé. L'intrusion elle-même est plissée. Il y a des présences de dikes ultramafiques. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y a quelques dikes ultramafiques qui ont été introduits dans l'intrusion de tonalite elle-même, et ces dikes-là sont plissés. Donc, l'intrusion, il n'y a pas de doute, là, c'est plissé. Ça fait que tout ce qui est dedans, là, il n'y a pas rien qui est en ligne droite là-dedans. Ça fait que aussi au niveau, lorsqu'on pense, peut-être comme au niveau économique, mining et tout, c'est que souvent on regardait, on disait, bon, ben là, on fait des efforts, puis on suit nos zones en haute teneur, puis OK, ben là, est-ce qu'on va dire, OK, on y va pour faire 25 mètres, pour 20 mètres, pour 10 mètres. Puis, mais de toute façon, on se dit, si jamais on perd ou on investit beaucoup d'énergie en argent et en temps à chasser les zones à haute teneur, on sait déjà que dans l'enveloppe à basse teneur, on va perdre énormément d'onces. Parce que dans le gros volume, il y a énormément d'onces d'or. Puis les zones ou les minéralisations à haute teneur, c'est pas quelque chose d'exceptionnel dans le sens que ça fait partie du système. Si on prend une image 3D, un logiciel Leapfrog, on prend la masse du volume que j'ai décrit là, dans les diapos, puis qu'on pèse sur le bouton haute teneur, on va voir des points illuminés un peu partout. Donc, c'est pas un fait d'exception. Ça fait partie du système. Ça veut dire que ces hautes teneurs-là vont contribuer à augmenter la teneur générale, la teneur moyenne de l'énorme volume de minéralisation. Merci Robert. Donc ça, c'est des images que vous avez vues. On essaie de synthétiser le nez de la tonalite, ici, avec les décapages en surface et la zone éclipse, la densité de nos forages. On va voir un peu la morphologie, un peu de l'intrusion. On voit le pendage sur vertical là, puis qui commence à penter un peu dans l'autre sens, sur ce flanc-là. Là, je sais pas si... Ah, je vois le vert. Désolé. Je vois le vert, c'est mon patois en passant, là, pas.
Excusez, parce que normalement, je cliquais puis ça permettait d'arrêter l'image. Donc, je vais le laisser défiler. Là. Bon, désolé. OK, je ne l'arrêterai pas. Là. Je vais attendre qu'il va jusqu'au bout. Ah, c'est gentil. Il y a quand même un peu de minéralisation dans les métasédiments ici. Là. Donc, on voit aussi sur le contact, souvent, il y a comme des genres de petits boutons d'apophyse de l'intrusion. C'est ça qu'on voit, donc, le 1 gramme-tonne. On peut continuer, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire que là, hop, ah ben, il y en a qui connaissent mon patois. Oh, ouais, tout brûlé, mes punch. Tu peux-tu reculer, moi, peut-être? Ah, OK. Je disais pas. Qui peut? Ouais, c'est ça. Ouais. Finalement, je vous dirai pas qu'est-ce qu'on est en train de faire puis qu'est-ce qu'on veut faire. Ça finit de même. Bon. C'est ça, technologie, des fois. Là, tu vois, en cliquant, quand il y a la main, en cliquant, normalement, ça le décolle. Ouais. OK, ouais. OK, bon, OK, c'est bon. Ce qui est, je disais, les poupées russes, c'est-à-dire que le 1 gramme-tonne qu'on voit là, il est inclus dans du 0,5 gramme-tonne et plus, qui lui-même est inclus dans du 0,3 et plus. Fait que c'est pour ça que je disais, comme dans les intersections en haute teneur, si on se limite juste à ça, on va perdre beaucoup de tonnes avec de l'or dedans. La dimension. Puis le 300 mètres, ben, c'est parce que c'est la limite où on s'est arrêté. Là, peut-être si j'arrêtais, on peut voir ici. Ça, là, c'est la zone d'altération intense. Quand on voit un trou au travers, là, ici, là, en 3D, ben, ce que je vous montrais, l'altération intense, ben, c'est ça ici. Fait que la minéralisation est autour. On est chanceux parce que il y a plus de zones minéralisées qu'il y a de zones d'altération intense. Puis probablement, là, moi, je suis pas un expert un docteur en géologie, mais probablement un des éléments positifs pour la quantité de la minéralisation à Chichou, c'est que le fait qu'on est sur la pointe ou le nez, il semble que c'est toujours meilleur proche du contact. Ça fait que le fait que c'est comme là, on a deux contacts un à côté de l'autre. Ça fait que ça nous a concentré. Donc, qui tourne, puis on est chanceux parce que les pendages nous sont très, très favorables au niveau minier. OK, là, ça veut dire que ça devrait passer à l'autre. Ouais. Ah non, on ne veut pas le faire. OK, c'est bon. On ne fera pas 3 fois quand même. Fait que là, actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'actuellement, il y a un peu plus, entre 5 et 6 tonnes d'échantillons qui ont été prélevés à partir de carottes de farage PQ. On a fait, sur les 198 trous, il y en a 195 de NQ, puis il y a 3 trous de forage de PQ, qui sont des trous qui ont jumelé 3 forages différents, donc des twins en bon français, et qui ont été sélectionnés à des endroits particuliers représentatifs de minéralisation basse teneur, haute teneur, et on va pouvoir, avec ça, faire des études sur la variabilité parce que c'est des trous jumeaux. Fait que ce qu'on a fait, entre autres avec certains conseils des consultants Innovexplo, là, on a demandé leur avis, puis ils nous ont donné quand même des bonnes idées. Entre autres, vu qu'on voulait faire des tests métallurgiques puis des tests de géostatistique, c'est qu'on a pris la carotte PQ, on a coupé un volume équivalent à une demi-carotte NQ pour simuler le même échantillon que nos forages standards de demi-carotte NQ. Fait que ça, on a fait ça. Puis avec le reste de la carotte PQ, c'est ça qui nous a fourni des échantillons composites pour faire des tests métallurgiques. Donc, actuellement, ils sont en train, à Corem, à Québec, sont en train de faire la phase 1. C'est-à-dire qu'on commence avec 3 échantillons de 75 kilos. Puis l'objectif, c'est, il y a plusieurs objectifs, mais l'objectif principal, c'est de déterminer la granulométrie optimale pour faire le test 2
de traitement puis récupération. On avait déjà fait des tests en 2015, puis en 2016 métallurgiques. Déjà, c'était très favorable, très positif, parce que ça montrait qu'on avait un très haut taux de récupération par gravimétrie seulement, entre 70 et 76%, et même dans les basses teneurs. Ce qui explique aussi que des fois, au début, là, les premiers trous, des fois, on avait une section d'une trentaine de mètres, puis il y avait de l'or visible dans chaque section de rangée de carottes. Fait qu'on est dit, ça y est, on va avoir 5 grammes sur 30 mètres. Mais c'était pas ça. Ça donnait, mettons, 1,5 grammes. Mais lorsqu'on arrivait en métallurgie, ça correspondait. C'est-à-dire que même dans les basses teneurs, on travaille avec de l'or libre qui est relativement grossier. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle au niveau métallurgique. Donc, ça, c'est en cours. Puis, on fait aussi en anglais, c'est Comminution Test. Le Gold Department, on ne sait pas la traduction. J'essaie de le trouver. Mais le Gold Department, c'est comme l'étude du comportement de l'or au niveau minéralogique. Avec quel autre sulfure, si c'est associé avec certains sulfures, certains minéraux particuliers. Ça peut déterminer, ça va aider à déterminer la particularité au niveau traitement métallurgique de nos roches. Les tests de broyabilité, ça aussi, ça va donner de l'information précieuse au niveau de la dureté, au niveau des coûts d'énergie pour pouvoir produire une granulométrie spécifique, etc., etc. Donc, on va récolter énormément d'informations, en plus des tests de variabilité, des tests géostatistiques. Donc, ça, c'est en cours, puis c'est prévu, je pense que ça va durer sur 6 mois. Fait que ça, donc, d'ici l'été prochain, on devrait avoir les résultats de ces études-là. Maintenant, actuellement, on est en mobilisation. Il y a des équipes, il y a 4 personnes qui sont parties ce matin, de nos géologues techniciens qui montent à Chichou. Il y a déjà des équipes de Technominex, puis du groupe Pauch de Wominji qui ont travaillé pour ouvrir le chemin, ouvrir le camp. Et on commence les forages dans les prochains jours. Des équipes de Udin qui accompagnent Udin Rouillé, qui montent des foreuses demain, etc., etc. Donc, on est en pleine mobilisation pour notre campagne d'hiver 2019. On prévoit faire environ 10 000 mètres, entre 10 et 12 000 mètres. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, vous connaissez maintenant très bien cette image-là. Ça fait que dans le secteur ou la zone centrale, 12 forages, 4 000 mètres. Bon, ça, secteur central, ici. Donc, c'est les points jaunes, c'est les forages planifiés. OK? Ces forages-là, c'est le secteur où on est déjà aux 50 mètres, mais il y a quelques petits trous à boucher ou encore on veut aller chercher de l'information sur certaines intersections haute teneur qu'on avait eues. Donc, c'est le but principal de ces forages-là. Par la suite, on a une quinzaine de forages dans le secteur qu'on appelle marécage nord-ouest. C'est le secteur où on est aux 100 mètres. Donc, dans ce secteur-là, vous pouvez imaginer, on l'appelle marécage, pas vraiment marécage, mais en tout cas zone humide qui se travaille au sol l'hiver. Il faut attendre que ça soit gelé. Donc, c'est pour ça que on retourne pour compléter du maillage de forage aux 100 mètres. Et dans ce secteur-là, ce qu'on appelle haute teneur 176, ça c'est le trou qui est dans le milieu ici. C'est le trou 176, il a donné 6,4 grammes sur une douzaine de mètres. Et il y a une particularité, c'est que c'est dans la tonalite, oui, mais ça correspond à une zone de faille avec une roche mafique ultramafique. On pense que c'est peut-être pas vraiment la faille, on pense qu'elle est tardive, mais ça pique notre curiosité. Là, on veut voir si c'est un hasard que le dike ultramafique était là, puis on avait déjà une minéralisation. Là. Donc, on fait 4 forages. 4 forages à gauche, à droite, en avant, en arrière du 176. Fait que ça, c'est le carré rouge qu'on voit ici. Maintenant, le secteur contact, 5 forages, 11 500 mètres. C'est le secteur ici où on a déjà ces forages-là existants. On se recule, puis on va continuer à les mesurer nos teneurs d'or le long de ce contact-là, un petit peu plus en profondeur. Maintenant, dans le secteur Eclipse, qu'on a parlé tout à l'heure, Eclipse Money, on voit une dizaine de forages, 1200 mètres, et vous voyez seulement 3 points jaunes. C'est que chaque site de forage va avoir 3 forages. C'est des forages plus courts.
Parce que là, on a établi, hypothétiquement, on pense qu'on connaît la direction générale du système de veine à haute teneur et on va aller le tester. Puis si jamais ça fonctionne, on ne gênera pas pour ajouter des trous. La particularité aussi ici, c'est que dans le secteur Eclipse, là, la roche que j'ai fait circuler, vous voyez, c'est très typique hein, comme texture, comme granulométrie, ce qu'on appelle nos veines girafes, avec des points d'or en plus dedans. C'est que ça va être différent un peu notre comportement face à la carotte par rapport au secteur qu'on a d'habitude. Parce que vous savez, souvent, j'en parle aux investisseurs là, qui se posent des questions. C'est long, puis ici, puis ça, vos résultats et tout. Mais nous, quand on fait un trou de 300 mètres, on analyse 300 mètres de carotte. Ça fait que c'est pas comme lorsqu'on a une cible de zone de cisaillement qui est 15 mètres, puis le trou est 200 mètres pour aller chercher cette zone-là. Ben, nous, surtout dans la plupart des secteurs, il faut analyser du début à la fin. Puis dans les échantillons qu'on voit ici, je vous montrerai un échantillon comme ici qui a à peu près très peu d'or dedans, 0,02 g/tonne, 20 ppb. Puis je vous montre un qui a 2 g/tonne, puis c'est difficile de voir la différence à l'œil. Donc, il faut analyser du début à la fin. Et dans le secteur Eclipse, visuellement, c'est différent parce que on a les veines girafes à haute teneur, puis en général, l'encaissant est pas mal. On n'a pas vraiment le halo très étendu à basse teneur qu'on a ailleurs dans l'autre secteur. Ça veut dire que dans le secteur Eclipse, on va avoir un comportement que lorsqu'on voit les veines qu'on ciblait, on n'attendra pas de tout loguer le trou, ça va partir comme en express, on va accélérer le processus. Ça fait que ça va être intéressant à suivre. Et si jamais on est capable de montrer la continuité là-dessus, parce qu'on parle de roue de teneur, on a l'impression que probablement la teneur moyenne de cette chose-là, c'est de l'ordre du 40 g/tonne. Fait que là, c'est sérieux dans le sens que la roue de teneur comme ça, on n'a pas besoin de 15 mètres d'épais. Ça veut dire qu'en autant qu'on a un 2 mètres, 1,5, 2 mètres à ces teneurs-là, si on a la continuité, je peux vous dire que à 30 mètres en arrière, il y a un affleurement. Là. Pas long faire une rampe pour aller chercher de la haute teneur. Ce qu'elle pourrait même, on peut même imaginer, ça pourrait fournir un cash flow pour bâtir la grosse mine. Ça fait que c'est une histoire à suivre. Puis aussi, l'autre chose, c'est qu'on pense, on a toujours travaillé pas mal avec 2 foreuses. Les dernières campagnes, on veut monter ça à 3 foreuses. Et c'est relié à ça, c'est qu'on a fait des gros investissements cette année sur l'infrastructure. C'est que là, on voit une tente dans notre campement original, puis en background, vous voyez les roulottes, ça a été pris mi-décembre. On était c'était encore en construction. L'électricité venait de rentrer. Fait qu'on a équipé, on a 2 génératrices de 100 kW, on a flambant neuve. On a maintenant une facilité pour loger 50 personnes dans des campements rigides, dans des roulottes. Et on est en train de finaliser le traitement des eaux et tout. Et donc, on a fait, c'est quand même des investissements assez sérieux qu'on a fait. Ça veut dire que à l'avenir, on pourra travailler même jusqu'à 5 foreuses avec monter les équipes. Et comme vous savez, si ça coûte cher faire opérer des campements comme ça, ça veut dire que si on est capable d'avoir 2, 3, 4 foreuses, on va baisser beaucoup notre coût de forage au mètre. Parce que les coûts fixes de camp sont toujours là, les autres. Le cuisinier qui a 28 personnes ou 22 personnes, on n'ira pas chercher un deuxième cuisinier. Là. Donc, etc. C'est pour ça que je peux dire que pour la première fois cette année, dans deux semaines à peu près, on va avoir une 3e foreuse qui va rentrer sur le projet. Maintenant, ce qui s'en vient, c'est l'estimation des ressources. Donc, on prévoit ça là, d'ici le milieu de cette année. Puis ensuite, ben, la logique, là, les choses qui normalement suivent à ces choses-là, de mettre des dates, c'est toujours un peu risqué, là, parce que c'est facile de prédire l'avenir en autant que tu ne donnes pas les dates. Ça fait que tous ceux qui prédisent les prix de l'or, tant que tu ne donnes pas la date, tu as toujours raison, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir raison.
Ça fait que, mais quand même, ça donne un aperçu un peu là, de genre de cédule dans le temps, là, comment qu'on pourrait commencer à penser à des préfaisabilités, faisabilité. Puis, en tout cas, nous, à l'interne, on a déjà commencé même à faire des études. On est allé chercher sur CEDAR, par exemple, des faisabilités puis des préfaisabilités d'une vingtaine de projets qui pourraient ressembler à ce qu'on a. Commencer à regarder les paramètres et tout. Ça fait que c'est assez intéressant comme évolution. Donc, juste pour terminer, parce qu'en général, là, c'est sûr que demain matin, tout le monde court pour aller acheter des actions en bourse. Là. Fait que ça, c'est ça fait que ça monte actuellement la capitalisation boursière. L'action est basse comme à tous les juniors. On est à 15-16 cents, ce qui donne une capitalisation d'à peu près 24 millions de dollars, 22, 24. Et puis là, c'est l'argent qu'on a actuellement, mais l'argent, on va l'utiliser, on va forer avec, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qui est intéressant quand même, on a la structure du capital, c'est que, évidemment, notre principal actionnaire, Goldcorp, qui va peut-être s'appeler Newmont Goldcorp, Newmont Goldcorp, hein, c'est le nom qui disent. Donc, d'ici les 6 prochains mois, là, avec l'annonce qui a eu lieu hier, et on a un bon support des fonds. On les voit, ils sont inscrits ici dans le bas de la diapo. Là. Donc, une chance, là, ma famille, ça aide. Là, c'est pas, ma famille, on n'a pas 12%, j'aimerais ça, là, mais on a à peu près 4-5. Donc, ça, c'est pour le portrait de la structure du capital action. Juste pour ceux qui sont pas au courant, la relation avec Goldcorp, c'est qu'en 2016, on a signé une entente. Ils ont le droit de, à chaque fois qu'on émet des actions par financement, ils ont le droit de participer pour maintenir ou monter à 19,9%. Comme en décembre dernier, on vient de lever 2,5 millions, ils n'ont pas participé, donc ils ont passé de 18 à 15. C'est pas stressant, tant qu'ils ont en haut de 5%, ils peuvent toujours revenir et remonter à 19,9%. Donc, on a une bonne collaboration avec eux. D'ailleurs, logistiquement, nous, on utilise les vols d'Éléonore entre Montréal ou Val-d'Or ou Rouen, puis Éléonore pour faire nos changements d'équipe, etc. Donc, c'est très intéressant comme collaboration. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, puis vous pouvez poser n'importe quelle question. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre, par contre. Merci. Je vais vous demander de lever la main pour que je puisse vous apporter le micro, pour que les gens qui vont éventuellement l'écouter en web diffusion puissent entendre la question. J'ai répondu à Paul, parce que Paul il posait les questions pour les forages dans le secteur Éclipse. Hein? Je ne le vois pas. Est-ce qu'on voyait la direction des sondages qui semblent tous être dans la même direction? C'est comme ça? Il n'y a pas d'autres... t'as pas d'autres plans ou il n'y a pas d'autres... Ben, je dirais la réponse oui puis non, parce qu'il y avait même pas un analyste, mais un gars de lettres financières qui est à Vancouver, il avait pris une diapo de nos communiqués, puis il faisait regardez, ça c'est du monde qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils cherchent, parce que quand on a changé les directions de forage, donc je pense en 2014-2015, parce que vous avez vu, il y a des forages sous secteur contact, on fort vers le nord-est, après ça on tourne vers l'est, après ça on fort vers le nord-ouest, puis on a même des trous en transversal, on en a dans plusieurs directions. Même un reproche qu'on avait eu à l'époque, mais on fort une patate. Ça fait que, en gros, ce qu'on peut comprendre au niveau de la direction ou structurale, c'est que c'est des systèmes de vénules, micro-vénules veines, OK, brèches, dans une intrusion. En général, les micro-veines ou veines porteuses sont subconcordantes avec la foliation des deux,
la deuxième déformation, ce qui veut dire que si on veut recouper bien ces systèmes-là, on sait qu'on a vu la forme du nez, là, les schistosités ou la direction générale, c'est que ça s'en va vers le nord-est, ça tourne au nez, ça s'en va vers le nord-ouest. Donc, on ajuste nos directions de forage en rapport avec ça. Ce parallèle au contact, l'intrusion, c'est-à-dire la minéralisation ou les... Moi, je dirais que oui. Quoique la fameuse intrusion, souvent on est habitué, on voit une intrusion, on voit en plan, puis là, on imagine que ça s'en va dans l'infini jusqu'en Chine. Là. Mais là, on voit que lorsqu'on le découvre en forant, puis on n'est pas capable de le deviner par géophysique, c'est-à-dire qu'on découvre la forme, la morphologie. Ça fait comme une langue. Est-ce que c'est un apophyse, un style? Nos voisins du Sud, dans leur communiqué, puis leur communication, ont interprété que c'est une intrusion avec une forme de champignon et que c'est la forme originale de mise en place et tout. Mais nous, on ne croit pas à ça. Parce que on parle d'une intrusion réduite. Là, je tombe dans les choses géologiques, là. Réduite, ça a plus rapport avec la géochimie, là, remarquez, avec les composantes chimiques de l'intrusion. Mais ces systèmes-là d'intrusion réduite, c'est très peu documenté dans les vieilles roches archéennes comme nous autres. C'est plus connu dans les roches récentes, surtout, mettons, dans le Cambrien. Mais le Cambrien, c'est quoi, 100 millions d'années? Nous, on est à 2,6 milliards d'années, on l'a daté, la tonalite. Ça fait que l'intrusion se soit mise en place il y a 2,6 milliards d'années, puis qu'elle subisse 3 phases de déformation, puis qu'elle a gardé sa forme de champignon. Nous, on est sceptiques là-dessus. On pense que la forme relation avec les phénomènes ou les phases de déformation qui ont eu lieu subséquemment. Donc, donc la forme, on la découvre en faisant des forages qu'on fait profond. Ben, on découvre quand c'est une langue, ok, ça tourne comme ça. Puis parce que sur certains trous, là, à 700 mètres, on a traversé la tonalite, puis on est retombé dans les métasédiments. Donc sur la pointe du nez, c'est vraiment comme une pointe de nez. 500-600 mètres verticales, on tombe dans les métasédiments. Comment ça évolue vers l'ouest? C'est ça, les forages profonds peuvent nous aider. On a la difficulté à détecter avec la géophysique. On a des idées structurales, surtout avec les levées de diagraphie. Ça nous aide pas mal. Mais je ne sais pas si ça peut répondre aux questions. Donc, on a des patrons structuraux qui donnent des formes de dômes et bassins. Donc, on est appelé à vouloir puis pouvoir changer nos directions de forage aux besoins, suivant cette interprétation-là. Le voisin au sud, c'est le projet Éléonore Sud, qui est détenu à 37% par Goldcorp, 37% par Eastmain Resources et 26% par Azimut. Là, j'arrondis au pourcentage près. Donc, il y a 3 compagnies qui se partagent le projet adjacent au sud. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui est considéré pour les méthodes d'exploitation? Oh! Ben, je veux dire, là, on n'a pas encore d'estimation de ressources, mais c'est sûr que vous savez que nous, à l'interne, on a des calculs, on appelle ça de dos de l'enveloppe, là, on va dire. Je pense que ça saute aux yeux avec le discours que j'ai eu puis les images que j'ai montrées. Une grosse bête comme ça qui est proche de la surface avec des épaisseurs de mon terrain relativement négligeables. On parle de ciel ouvert. Sauf, il n'est pas dit comme le secteur éclipse. On peut imaginer une rampe pour aller chercher ça vite, sous terre. Haute teneur, plus étroit, haute teneur, puis si on prouve la continuité. Donc, la réponse, ça va être probablement un mélange des deux. Et puis, aussi, je peux rejoindre, quand je parlais des pendages, quand on regarde la façon que si les métasédiments sont vraiment
peu intéressant au niveau minéralisation. On est chanceux parce que les pendages nous sont favorables pour imaginer un open pit pour les angles de pente d'un ciel ouvert. À ce moment-là, ça nous donnerait un ratio stérile minerai qui serait faible, qui serait bon. Ben, eux, non, ils travaillent. Ben, c'est un projet qui était dormant depuis quelques années, puis qui a été réactivé suite à nos succès, là. Bon, tant mieux. Et puis, ils ont fait leur dernière campagne, était l'automne dernière. Ils ont fait 24 forages. Il y a 14 forages qui ont été publiés, puis il leur reste 10 forages à annoncer les résultats. Donc, oui, c'est actif. D'après moi, ils devraient être sur le point de donner les résultats de leurs 10 forages très bientôt. Ça pourrait-tu vouloir dire qu'ils ne voudraient pas que vous fassiez une rampe rapidement pour aller chercher du minerai? Il n'y a personne qui peut nous empêcher de travailler sur notre propriété, à moins qu'il y aurait des problèmes d'acceptabilité sociale. OK? Mais pourquoi un actionnaire pourrait empêcher une compagnie d'agir? Non. Si on décide qu'on fait des choses, ils n'ont pas de vote sur les programmes ou les budgets qu'on décide de faire sur le projet Chichou. On n'est pas partenaire dans le projet. Ils sont partenaires via l'actionnariat. La seule chose qui pourrait, mettons que faut lever des fonds, et les autres, ils pourraient dire, mais moi, je ne mets pas mon 20%, ou je participe pas, donc on va chercher les fonds chez d'autres actionnaires, d'autres investisseurs. Excusez. OK. On sait que dernièrement, il y a une compagnie qui a été formée là, qui s'appelle Québec Precious Metal, dont Goldcorp a investi un montant quand même significatif dedans. Est-ce qu'à moyen terme, Goldcorp ne voudra pas former une compagnie et tout mettre ça ensemble et la financer au lieu de financer plusieurs petites compagnies qui sont toutes dans le même secteur? Dans le fond, ça devient un peu leur campex pour ce qu'eux autres pourraient avoir une compagnie unique et mettre de l'argent dedans et continuer les travaux jusqu'à temps qu'ils trouvent un autre dépôt équivalent à Léonard, peut-être un peu plus petit ou plus gros. Ce ne serait pas ça qui aurait dans la tête à moyen terme, ou c'est une possibilité que tu peux entrevoir? Ou, Que la question, si j'ai j'ai bien compris... C'est que Goldcorp, dans le moment, ils investissent dans plusieurs compagnies dans la région. Fait qu'au lieu d'investir dans une compagnie, étant donné qu'ils sont actionnaires quand même importants chez vous, par leur vote d'actionnariat, forcer les compagnies à se fusionner pour en faire une, pour qu'ils investissent dans une compagnie seulement avec un management, sauver des coûts et avoir le même résultat à moyen et à long terme que d'avoir plusieurs petites compagnies, plusieurs présidents, plusieurs VP Exploration, etc., etc. C'est une possibilité, c'est une chose que tu peux entrevoir à moyen terme. Bon, la question, c'est, monsieur dit, est-ce que Goldcorp pourrait pas, par son pouvoir d'actionnariat, essayer de forcer les compagnies du secteur d'Éléonore, les juniors tels que Sirius ou encore Métaux Précieux du Québec, les forcer à se regrouper puis en une compagnie pour travailler le secteur immédiat? Ben, c'est un scénario, c'est pas, comment je dirais, c'est pas impossible, tout ça, sauf que quand tu fais les mariages forcés, c'est jamais bon. On l'a vu en Arabie Saoudite, là. Mais tu sais, il y a des questions de synergie là-dedans, et puis il faut qu'il y ait une synergie. La question de diminuer le nombre de compagnies pour avoir... ça, je pense que c'est un raisonnement, puis c'est quelque chose qui est valable pour l'ensemble des juniors d'exploration au Canada. Il y en a trop. Il y a trop de petites compagnies qui vivotent malheureusement par la mauvaise conjoncture du marché. Et ça, moi, je crois à ça qu'il faut réduire, consolider. On voit la consolidation dans les grosses, mais dans les tout petites, je pense qu'il y a un mouvement comme ça qui devrait aussi se faire, mais c'est pas facile.
c'est sûr que ça peut être facile avec des compagnies comme nous, parce que un gars comme moi, c'est pas une job là, d'être président de Sirius. Moi, je suis là pour le succès de la compagnie. Ça veut dire que moi, ça me dérange pas de perdre ma job demain matin si Sirius s'en va au ciel. Ça fait que donc, mais il y a beaucoup de petites compagnies, c'est devenu un peu comme le gagne-pain de ces dirigeants-là. Et puis eux autres, ben, sont attachés à ça, veulent pas perdre leur job. Ça fait que la plupart des juniors, les présidents, là, ou les présidentes, c'est des gens qui se sont fait donner un travail comme poste de direction. Ça fait que c'est peut-être que la tâche est différente d'un fondateur là, comme moi. Mais dans le secteur de Léonard, pourquoi ça serait pas Sirius qui j'achète tout? Ça fait que non, ben je veux dire, moi je ris pas. Non, je suis sérieux. Ça fait que non, moi là, Chichou là, ça fait 24 ans, ok. Là, ça a donné plus que la découverte. Ça m'a permis de construire une compagnie. Il y a du monde là. C'est pas deux, trois gars puis avec une fille ou deux dans un sous-sol là, qui dit on fait de l'exploration. C'est pas ça là. Là, ça a permis de construire une compagnie. Compagnie là, c'est ressources humaines. Ensuite, si la ressource humaine est bonne et compétente, les projets vont être bons, puis il va y avoir des succès techniques, qui vont arriver des succès économiques. Ça fait que c'est pour ça que je dis non, moi je suis pas gêné. Je veux dire, si New Monde t'es pas intéressé, ben James, là, on va ramasser nous autres la mine. Mais je pense pas que c'est ça qui va arriver. Je pense que ça va renforcer le secteur. Puis nous, qui arrive n'importe quoi, parce que la question est souvent posée, là, avec New Monde qui est en train de bouffer Gold Corp, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas compliqué. Une compagnie comme nous qui arrive n'importe quoi chez les voisins, on va en tirer profit. On va trouver la chose ou les gestes qu'il faut faire pour tirer profit au profit de Sirius puis de ses actionnaires. Fait que, mais des scénarios comme ça fait partie de l'équation. Bon, ben, merci. Encore une fois, merci. S'il y en a qui n'ont pas eu la chance là, de signer la feuille de présence, elle est sur la table en arrière où était le projecteur. N'oubliez pas de le faire si vous voulez recevoir le PDF de la présentation. Je t'ai coché. Deux petites annonces. Là. On est en train de regarder pour organiser des vols pour le PDAC. Premier dimanche là, de mars qui s'en vient. Pour l'instant, on regardait pour 2 vols. Un vol sur une journée, l'aller-retour de la même journée, puis un vol sur l'aller-retour sur 2 jours, dimanche et lundi. C'est des vols directs, départ de Val-d'Or, arrivée à Billy Bishop, là, l'aéroport au centre-ville. C'est juste à côté. Si ça vous intéresse, communiquez avec moi là, via le courriel ICM. Les places sont relativement limitées. Là. Il y a 8-9 places par vol maximum. Là. On a la 5e journée maillage minière qui va être qui est en train de s'organiser le 12 février prochain. Si ça vous intéresse de participer autant comme représentants des minières que fournisseurs de services, contactez la Chambre de commerce à Amos. Ils vont être intéressés à vous avoir. Les attestations de présence, je ne les ai pas avec moi, fait que vous allez devoir m'envoyer un courriel. Quand je vais vous envoyer le courriel pour les présentations, faites juste me répondre pour me dire que vous la voulez, puis je vais vous envoyer le PDF directement. Les revues qui sont en arrière, évidemment, elles sont gratuites. Prenez-la. Puis vraiment, là, prenez-la. Là. Ça en fait moins à ramener. La prochaine conférence, c'est le 12 février prochain. C'est Mathieu Savard de Osco Mining. La conférence est jumelée avec justement la journée de maillage minier là, qu'on organise.
Oui, excusez, j'ai oublié un morceau important. J'ai oublié Dominique. Oui. Oui. Il faut qu'il soit bien habillé quand même, là. Ben, je te remercie, Dominique, d'être venu. Puis ensuite, c'est le tableau qu'on donne au présentateur. Je vais inviter la peintre à venir remettre la peinture. Merci, puis bonne fin de soirée à tout le monde. On se revoit dans un mois.